C'est pour vous faire un retour concernant cette question des espèces invasives qui était traitée dans un sous-axe de l'axe 2 des grandes causes d'érosion de la biodiversité. Et donc je vais vous faire un résumé rapide pour qu'on ait le temps peut-être d'échanger sur cette question. Juste pour vous dire que malgré ou du fait de la diversité des recherches qui sont menées au pôle, la question des espèces invasives n'était pas une question centrale pour la plupart des chercheurs qui étaient impliqués dans le pôle. Et donc en fait, depuis 2021, on n'a pas eu énormément de projets proposés et puis ensuite financés. On n'avait qu'un seul projet, puis après, chaque année, 4 projets, et à la fin, en fait, grosso modo, on a eu principalement un projet qui s'est pluriannuel sur Heminisis anomala, qui est une crevette invasive issue de l'Europe de l'Est. Et puis après, principalement, des investigations concernant l'ADN environnemental en ciblant les espèces invasives, donc menées par Isabelle qui a commencé à vous en parler hier. En termes de livrables, donc il y a 4 publications qui ont émergé concernant ces espèces invasives. Il y a 6 rapports techniques comprenant des rapports bibliographiques et d'investigation. Et puis, comme disait Isabelle aussi, il y a des protocoles de biologie moléculaire associés pour le suivi de ces espèces invasives. Les questions qui étaient prégnantes concernant ces espèces invasives étaient les questions d'identifier leur présence, parce qu'elles peuvent être en faible abondance ou avoir des comportements qui ne matchent pas forcément avec les suivis qui sont faits pour pouvoir les échantillonner. Une fois qu'on a la présence, dans quelle mesure on peut quantifier leur abondance. Les questions qui émergent aussi étaient concernant leur comportement dans les nouveaux écosystèmes envahis, parce que généralement on connaît leur comportement dans leurs écosystèmes naturels, mais ils peuvent être bien différents. Les écosystèmes envahis peuvent être bien différents des écosystèmes naturels, donc quid de leur accommodation comportementale pour capter des ressources, par exemple, et puis ce qui amène logiquement avec quelles étaient les interactions avec les espèces natives. Donc ces 4 questions qui ont principalement été qui ont soutenu les démarches scientifiques qui ont été développées dans cet axe-là sur les espèces invasives ont principalement, donc je vous dis, été concernant le développement d'outils moléculaires, donc avec QPCR, mais aussi principalement Droplet des digital PCR, avec les investigations avec le programme de Inva Biomonitoring. Il y a eu aussi pas mal d'investigations au niveau de plongée et puis développement de nouveaux outils comme la caméra acoustique, dont Jean vous en a parlé un petit peu, puis je vous en reparlerai aussi. Et puis des outils complémentaires comme du métabarcoding ou des isotopstats pour essayer de mieux comprendre la position trophique et le rôle trophique de ces espèces natives dans les nouveaux lacs. Il y a beaucoup d'espèces invasives. Parmi celles qui ont été sélectionnées pour être étudiées, on a, alors là je vous ai mis une photo parce qu'on avait de la chance, on a toutes des petites crevettes Hemimisis là qu'on voit, qui peuvent former des essaims de plusieurs dizaines de millions d'individus. Les plus gros essaims dans le Léman, pour vous dire, ils sont à peu près de la taille de la pièce en fin d'hiver. Donc sur les crevettes Hemimisis, sur les bivalves invasifs, donc avec Dressen, mais aussi et beaucoup quagga, sur un poisson invasif qui est le goby à tache noire, et puis il y a des investigations aussi qui ont été faites sur l'invasion du silure dans les Grands Lacs, avec un ouvrage grand public qui est en cours de rédaction. Rapidement, les outils moléculaires que Isabelle, Marine et puis les autres personnes qui ont bossé avec eux ont développé permettent actuellement de pouvoir identifier la présence des moules quagga et des dressen sur différents supports. Soit il y avait de l'eau, donc en fait il y a eu pas mal de recherches méthodologiques comme Isabelle vous a parlé hier, pour savoir sur quel type de matrice et comment en fait on va faire ces quantifications. Donc il y a eu différents tests sur de l'eau intégrée, sur la biomasse, c'est-à-dire les résidus qui étaient captés dans les filets, et puis aussi de l'eau de subsurface. Donc les échantillons intégrés marquaient une efficacité relativement importante, ce qui permet de petit à petit orienter les protocoles d'échantillonnage.
au niveau du gobier à taches noires, ça a été principalement fait sur 4 écosystèmes. Et, ah non, je suis pas encore au bout, pardon. La question ensuite était de comparer les réponses de ces différents supports. On a des corrélations qui peuvent être significatives. Par contre, on n'est pas encore sur des corrélations 1-1. En attendant, ce qui était intéressant, c'était qu'on avait une confrontation avec les comptages qui étaient faits dans les suivis et une assez bonne cohérence sur plusieurs types de matrices. Et l'eau intégrée semblait un support assez pertinent. Ensuite, donc là, c'est pour le gobier à taches noires. Donc ça a été fait sur 4 sites, dont la retenue de Sainte-Croix où le développement de cette espèce pose question. Il y a toujours eu cette réflexion de dire on développe des outils moléculaires et après, comment on les compare, leur efficacité de signal par rapport à d'autres méthodologies. Donc en fait, sur ces 4 sites, il a été conduit des pêches électriques. Donc c'est une méthode d'inventaire, des observations subaquatiques une autre, et puis l'ADN. Alors, l'ADN, on sait que c'est particulièrement pertinent pour réussir à identifier des espèces qui sont en faible abondance. Et là, en fait, en pourcentage de détection, sur les sites qui ont été investigués, l'ADN avait un pourcentage de détection des gobies qui était plus fort. Ça renforce en fait les potentialités d'utiliser l'outil moléculaire pour des détections précoces et pour pouvoir mettre possiblement en place des mesures de gestion ou de limitation au début des développements de ces espèces invasives. Au niveau des mimisis, après, il y a aussi les travaux qui ont été faits pour identifier son signal au cours du temps. Et donc là, vous pouvez voir l'évolution au cours du temps par ADN des Mimisis anomala, qui est principalement présente en fait en début d'année. Et après, on perd son signal généralement en été, lorsqu'il y a beaucoup de perches. Et donc là, en fait, on suggère que le signal et l'abondance des Mimisis anomala peut être contrôlé par un prédateur natif. Ça remet, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais ça remet aussi en question comment ces espèces invasives vont s'insérer dans les réseaux trophiques, puisqu'elles peuvent être à la fois des prédateurs et puis après des proies. Pour aller plus précisément dans le comportement, une fois qu'on avait la détection ADN, on a mis en place donc, ce que Jean vous a montré hier, et on a pu suivre le cycle nictéméral haute fréquence du comportement des hémimisis, avec les périodes de sortie ici, les périodes de rentrée en fin de nuit. Là, les hémimisis sont toutes cachées, et puis après, en fait, elles ressortent la nuit. Ça vous montre bien, en fait, la difficulté d'échantillonner ce type d'organisme avec les méthodes de suivi traditionnelles, puisqu'en fait, la journée, en fait, elles sont complètement cachées dans le substrat, et en fait, après, elles vont en pleine eau pendant la nuit. Et pour l'instant, on ne fait pas encore de suivi nocturne du plancton. Donc c'est pour ça qu'en fait, elle passe à travers les mailles de notre filet. Ce qui était intéressant, ensuite, c'était de pouvoir voir en fait le changement de timing en fonction au cours du temps de l'heure à laquelle elles sortaient et puis de l'heure à laquelle elles se terminaient leur sortie. Ça ouvre des perspectives sur le temps qu'elles vont avoir pour se nourrir et donc la quantité de temps disponible pour qu'elles aient un impact sur l'environnement. Donc ça nous ouvre un petit peu des perspectives pour essayer de quantifier leur impact, sachant qu'on connaît relativement bien la quantité de ressources que doit exploiter une crevette. Ça nous donne des pistes pour quantifier plus précisément son impact. Et puis après, pour identifier les déterminants, c'est une espèce lucifuge. Et donc là, en fait, on avait les préférences en termes d'intensité lumineuse. Et en fonction de l'heure du jour, là, on sait qu'il y a l'intensité lumineuse où elle va éviter les trop fortes lumières. Puis là, c'est sa préférence. Et on a vu que dès qu'on passait
le moment de la journée où on était en dessous des intensités lumineuses qu'elles évitaient, elles sortaient directement et elles étaient directement actives pile au moment où en fait on se retrouvait avec les intensités lumineuses qui faisaient sa préférence et elles restaient comme ça toute la nuit. Donc en fait elles ont un vrai match avec la contrainte environnementale qui cette fois est l'intensité lumineuse. Pour continuer ensuite nos questions, vu qu'on était déjà dans une dimension temporelle, on a posé la question de savoir est-ce que, en fait, au cours du temps, cette crevette-là va interagir avec la même quantité d'espèces natives. Et donc, ce qu'on a caractérisé grâce aux isotopes stables, c'est la taille de sa niche trophique. Donc, en fait, ici, on a les ressources, pélagiques et puis littorales. Et puis en fait, les différentes couleurs, c'est au cours de chaque saison. En fait, on a répété ces échantillonnages de ressources. Et puis après, en fait, les crevettes ont été prélevées et leur composition isotopique quantifiée. Ce qui est ressorti, c'est que, en fait, au cours de l'année, on a en fait une distribution unimodale de la taille de la niche isotopique. Et qu'en fait, en plein été, il y a une diversité de ressources qui sont utilisées qui est beaucoup plus grande qu'en hiver. Donc ça peut rejoindre possiblement aussi les travaux qu'on faisait avec Arnaud sur les fluctuations au cours du temps de la structure des réseaux tropiques, parce que là, l'Imisis, en fait, il y a beaucoup plus d'espèces qui vont être disponibles, et donc en fait, ces interactions, ces interférences avec l'environnement vont être beaucoup plus importantes qu'en hiver, quand il y a une biodiversité qui est plus forte. Voilà. Après, ce qui était intéressant, c'est qu'avec le métabarcoding, on a pu identifier en fait ce qu'elle mangeait en termes d'identité de proie, et on a identifié aussi des ciliés et des rotifères qui passent généralement inaperçus lorsqu'on fait du contenu stomacal. Alors le contenu stomacal, généralement pour les poissons, c'est déjà pas facile, mais il y en a qui ont testé avec les Hémimisis. Je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, ils n'avaient pas trouvé ces soft body prêts, et celle-là, elle ressortait pas mal en métabarcoding. Pour finir, complémentairement aux investigations scientifiques, il y a une revue qui a été soumise récemment sur le bilan des connaissances sur Hémimisis anomala, une revue aussi de la littérature concernant le goby à tache noire, et puis là, notre livre qu'on tente de terminer pour des informations grand public sur le silure dans les grands lacs alpins. Pour terminer sur ce contexte espèces invasives, au dernier quadriennal, il avait été placé donc, dans un sous-axe à part entière espèces invasives. Les discussions qu'on a eues par la suite étaient que peut-être placer un axe espèces invasives spécifique, c'était peut-être pas la meilleure stratégie, parce qu'en fait, elle s'intègre tout le temps dans le fonctionnement de l'écosystème, dans la réponse à la biodiversité. Et donc actuellement, les espèces invasives en soi disparaissent en tant qu'axe spécifique, mais par contre, en fait, elles apparaissent et elles vont être prises en compte dans le futur action gestion de la biodiversité lacustre, parce que quand on fait l'amélioration de la surveillance, état de la biodiversité ou gestion de la biodiversité, en fait, il y a les espèces invasives qui vont rentrer. Et puis dans l'axe 4 aussi, avec la gestion, formation et communication, parce que la communication auprès du grand public concernant les espèces invasives est aussi une dimension importante pour possiblement gérer ou mitiger leur développement. Merci.